Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 175e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage. Enfin, un de ses membres qui remonte dans la cage, puisque Jonathan Maccardy fera son deuxième combat à la AEF 3 le 1er juin à Rennes. Et on est là pour en parler avec l'organisateur Willy Sirop. Avec moi cette semaine, j'ai le combattant, mon compère du Fighter Club, boxe, MMA et interview. Il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Maccardy, bonjour. Salut mon poulet. Ça va. Ouais. Et donc l'organisateur de la AEF 3, ancien illustre pratiquant de jiu-jitsu brésilien, et aujourd'hui qui a sans doute la meilleure organisation, même pas sans doute, la meilleure organisation amateur de France aujourd'hui en MMA, monsieur Willy Sirop, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir avec nous comme chaque Pareil. fois. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Il est de retour au mastic, comme dirait l'ami Vincent Moscato. 4 mois après sa première apparition à l'AEF, Jonathan Maccardy revient combattre dans la belle organisation amateur de Willy Sirop. Ce sera toujours en grappling, mais le niveau s'élève avec face à lui Abdul Malik Bayo, frère du combattant MMA Mohamed. Avant cette AEF 3 du 1er juin à Rennes, où les beaux combats ne manqueront pas, le RMC Fighter Club reçoit Willy Sirop pour évoquer le développement du MMA amateur et le nouveau défi de mon compère du Fighter Club. J'aime bien me battre. J'aime bien la violence. Willy, on est ravi de t'avoir. On t'avait déjà eu avant la AEF2, c'était en février. Cette AEF3, avant qu'on parle un peu de Joe et de son combat, mais déjà, cette carte, elle s'annonce belle. Elle s'annonce très très belle. On en parlait en off, il y a quelques beaux combats pour les ceintures. Est-ce que tu peux nous vendre un peu les grosses oppositions que tu auras sur cette carte ? Et ça, il y a du très très beau. Ouais, franchement, la carte, elle est vraiment très très explosive. Elle est magnifique. On aura le premier combattant féminin de l'AEF, de l'histoire de l'AEF. Donc on aura Océane Sanson qui nous vient de la team de Fabio Pinca, du Ringside de Lyon, contre Yasmine Benalia qui nous vient de la team de chez Souk, donc de Angers. On aura aussi des très bons combattants. On a eu deux blessés, mais du coup ça fait des heureux pour d'autres. Donc on aura un très gros fight. On aura Malik Abdouragimov, Lazy Prince, qui va combattre contre Thomas Muris. Et ce fight-là, franchement, c'est un banger. En principe, c'est un fight pour une ceinture. Mais du coup, là, c'est vraiment avant la ceinture. Et donc là, on aura les deux pépites belges. Donc, Patrick Abirora pour le main event, qui va combattre contre Deker Abed. Et aussi Théo Muris, qui va combattre contre Mofsar. Très beau défi pour les frères Muris. Hein. Ils ont des sacrés adversaires pour le coup, nos amis du Boxing Squad. C'est une belle carte. Moi, ce que je voulais t'interroger, Willy, parce que ces derniers mois, je sens... dans le monde du MMA français, on est à peu près tous d'accord sur le fait que c'est la plus belle orga amateur et que c'est là que se font les plus belles choses chez les amateurs en France pour l'instant. J'ai l'impression que tu es très sollicité. Il y a beaucoup de gens qui veulent placer des combattants sur ta carte parce qu'il y a une belle exposition. Tu peux nous parler de ça ? C'est une réalité ? Ouais, totalement. C'est vraiment une réalité. Je reçois énormément de messages. Du coup, maintenant, c'est plus facile pour moi de matcher des gars. Et surtout, aujourd'hui, c'est vraiment les meilleurs Européens qui veulent concourir et combattre chez nous. Donc, malheureusement aussi, pour nos athlètes locaux, ça va être un peu plus compliqué. Mais en termes d'exposition, franchement, on est super satisfait, super ravis. Et aussi, voilà, c'est avec tout le travail qu'on fait en amont, avec la communication, le marketing, et aussi de ramener des pépites de haut niveau, telles que Joe. Tu sais, tu connais mon expression quand je l'appelle la pépite de l'AEF. C'est la pépite de l'AEF. Toi, tu t'attendais à un développement aussi rapide ? C'est-à-dire que quand tu as entamé le AEF1, tu t'attendais, tu vois, à ce que rapidement tu sois aussi sollicité et qu'il y ait du monde qui soit à ce point-là intéressé par tes événements ? Aussi rapidement, non. Mais par contre, dès le début, franchement, on a avancé étape par étape. Vraiment, on a démarré petit. Le premier AEF, c'est vraiment dans la maison de quartier de Villejean. Mais par contre, c'est vrai que dès la première édition, on a mis la barre haute de suite en privatisant le Roison Park. Donc, en faisant la pesée et le face-à-face dans un endroit emblématique de la ville de Rennes. Ça a fait du buzz, ça a fait du bruit. Puis pour une orga amateur, c'est une dinguerie en fait de faire ça. Et surtout pour une orga amateur. Mais voilà, je voulais vraiment mettre une orga comme si c'est moi qui combattais. Donc je voulais vraiment mettre les gars dans les meilleures dispositions. Il fallait que les gars, en fait, du début à la fin, il fallait vraiment les choyer, qu'ils soient vraiment comme des princes. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a aussi un combat qui a été annoncé tardivement. Moi, c'est un des combats qui me hype le plus sur la carte. C'est Damien Bozek qui va affronter Luis Guilherme Cardoso, qui est de la team Beto Ramos. Donc, Damien,
très très belle prestation lors de la précédente édition. Je pense que c'est lui qui a mis le plus le feu à la salle en entrant sur. C'était quoi la Mano, c'est ça le Ouais, breton avec le drapeau breton et Il savait où il était. Il savait où il était. non mais c'est un local, Ouais, super combat. Je sais qu'il a passé un mois et demi au Brésil pour se préparer. Il a tourné dans la Nova União, dans la salle de José Aldo. Ouais. Et puis il est face à un mec qui vient de chez Beto Ramos. Donc voilà, je pense qu'on risque d'avoir un sacré spectacle, surtout si ça va au sol. Et puis après, pour revenir sur ce que Willy évoquait, sur les conditions, honnêtement, la dernière fois, moi j'ai été bluffé. C'est-à-dire qu'on est vraiment chouchouté comme si on était des professionnels. De la prise en charge à l'arrivée à Rennes jusqu'à l'arrivée au combat et même l'après-combat. C'est-à-dire que bon, ça me fait rire, c'est pour ça que j'ai souri quand il a dit c'est comme si c'était moi qui combattais. On connaît Willy, il est un peu flashy et tout. Il y a des bagnoles de luxe qui sont venues nous chercher en bas de l'hôtel, des Lamborghini, des Urus, ce que tu veux, qui pourront nous amener à la salle. Après la salle, il y avait à manger, on était vraiment extrêmement bien traités. Les bières gratuites pour après le combat. Non, franchement, t'avais vraiment l'impression d'être dans un vrai petit cocon, chambre d'hôtel nickel pour toi, pour ton entourage. C'était vraiment exceptionnel. Et c'est essentiel, on va le rappeler, mais l'accueil des athlètes dans les différentes organisations, c'est aussi ce qui va faire une différence. Toi, en tant qu'ancien combattant, enfin de haut niveau, est-ce que c'est un des points les plus importants? Tu vois, quand tu as créé AEF, tu t'es dit, un des gros piliers, c'est qu'on va bien traiter les mecs qu'on reçoit. Totalement, c'est vraiment le marqueur. Et c'est ça aussi que les combattants, en fait, ils vont retenir à l'esprit. Et surtout, dès qu'ils vont concourir dans une autre orga, ils vont dire « Ah, c'est pas l'AEF ». Donc, je veux vraiment que l'AEF soit la référence. Aujourd'hui, toi, ton développement dans l'AEF à moyen ou long terme, comment tu le vois, comment tu l'imagines? On sait que je le disais, c'est la plus belle orga amateur pour moi. Est-ce qu'il y a des envies d'aller titiller les organisations pro pour aller montrer ton savoir-faire au niveau pro? Comment tu imagines le développement d'AEF? Le développement d'AEF, l'AEF, il faut savoir que ça va toujours être l'orga amateur. Donc vraiment le centre de formation où on va voir émerger les pépites de demain, où tous les champions de demain, du coup, ils vont passer par l'AEF. Mais aussi, il y aura une orga pro qui va se créer, donc avec une date très très proche, au mois d'octobre. Très bien. Donc aussi, on va faire aussi du pro. Ouais, donc ça va vers les deux mondes. Totalement. Un pied dans les deux mondes. Un pied dans les deux mondes. Une question qui m'intéressait, c'est comment tu choisis, notamment par exemple ton placement pour un main event. Là, quand j'ai vu que Patrick Abirora donc était main event, le Belge qui a fait très forte sensation dans les dernières compétitions IMAF, donc amateur, en mettant des gros KO qui ont été fait beaucoup de viralité sur les réseaux sociaux. T'aurais pu mettre, j'aurais pas trouvé dingue de mettre Lazy Prince, de mettre le petit frère Abdouragimov pour le charisme et l'aura qu'ont les frères Abdouragimov aujourd'hui dans le monde du MMA français. Qu'est-ce qui t'incite à mettre plutôt un Patrick Abirora qu'un Lazy Prince en main event? Tu vois, comment sont faits tes choix? Parce que là, c'est plus international, tu peux t'ouvrir à plus de monde. Tu vois, c'est quoi la réflexion derrière? Aujourd'hui, il faut savoir que Patrick aussi, il a un très très gros palmarès. Donc non seulement il a été aussi la révélation des derniers mondiaux, donc l'athlète de la révélation des derniers mondiaux IMAF. Et après, Lazy Prince, on sait que c'est une pépite de demain, c'est le futur du MMA, mais je pense que c'est prématuré de le mettre en deuxième combat pour une ceinture. Donc moi, j'ai privilégié directement Patrick pour la ceinture, qui a plus d'expérience. Et surtout, Patrick aussi, on a signé avec lui un multi-fight. Donc il ne sera pas présent que sur l'AEF 3, il sera présent aussi sur d'autres AEF. Et malin aussi dans toute cette stratégie, j'ai vu qu'il y avait encore, il y a notamment Baki qui sera un des parrains de cette édition. On sait qu'il y a eu beaucoup de parrains dans les éditions précédentes déjà. Je cite des Benoît Saint-Denis, des Abdouragimov, on pourrait en citer plein. Ça participe aussi, toi, tu avais envie, tu vois, qu'il y ait des noms pour accompagner la découverte de ces pépites pour le grand public qui est peut-être moins au fait des choses du MMA ou de qui est Lazy Prince que nous, on peut l'être, tu vois. C'est très important, en fait, aussi de ramener des gens vraiment connus du milieu du MMA, tels que Baki, tels que Lazy King, Benoît Saint-Denis, BSD. En fait, tous ces gens-là, ils vont venir, ils vont avoir aussi un œil, ils vont avoir un œil du coup sur les pépites de demain. Et surtout, les combattants, ils vont se donner plus à 100%. Et aussi pour la ligue. Pour la ligue, donc ça permet aussi de nous de monter un step, un niveau. Et voilà, je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai des guests qui me contactent pour être présent à l'AEF. Tandis que c'est vrai qu'au départ, c'était moi qui faisais la démarche. Ouais. Il y a la possibilité que tu viennes à l'AEF, tandis que maintenant c'est l'effet inverse. Là, c'est inversement. C'est plutôt cool quand même. Par rapport à ce que tu disais là, aujourd'hui, si tu regardes ta carte de l'AEF, toi, et que tu dois donner qu'un nom, qui sera le meilleur dans 10 ans, enfin celui qui aura la plus belle carrière dans 10 ans en MMA. Surtout ceux qui c'est dur. C'est difficile. C'est difficile. Je sais que je répondrai Lazy Prince. Je t'ai déjà entendu parler. Je répondrai Malik, évidemment. Ouais. Si je dois dire qu'un nom,
Un nom. Bon, un nom, je vais me mouiller en exclusivité pour RMC. Jonathan McCarty. Voilà. Dans 10 ans, j'aurai 46 ans, poulet. Hein. J'aurai 46 ans. Ce qui est bien, c'est qu'on lui met pas la pression. Je serai master 5. Un truc comme... Ah bah c'est possible que je sois champion du monde Master 5, on sait pas. Hein. Bah ouais, mais j'aurai 46 ans dans 10 ans. On viendra fêter ça. Tiens, mais j'en profite parce qu'on va parler un peu du combat de Joe aussi. Ce combat, donc je l'ai dit dans l'intro, c'est contre Abdul Malik Bayo, le frère de Mohamed. Il y a un petit step, hein, en qualité de l'opposition par rapport sans manquer Qui a de demandé respect, le petit step voilà, c'est ce que je voulais, sans faire répondre, je voulais poser la question à l'organisateur et non aux combattants. On sait que les combattants ils mentent, tu sais, Willy. L'organisateur, comment ça s'est passé? C'est toi qui décides de stepper le niveau pour Jonathan parce que tu as vu ce qu'il donnait sur son premier combat et tu dis on peut lui offrir un peu plus fort en opposition, ou c'est Joe qui te sollicite? Bah en fait, c'est vraiment un échange entre moi et Joe. Et c'est vrai que Joe aussi, il m'a donné plusieurs noms. Et voilà, c'était vraiment des très 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 beaux noms. Et moi, j'ai choisi. Tu lui as dit bon, ok, Islam Makhachev, il sera pas dispo, mais. Non, mais en fait, il y a une démarche simple. C'est pas moi qui ai donné les noms, c'est Julien Casier, qui est mon entraîneur. Il m'a dit ok, on va prendre quelque chose qui soit extrêmement difficile. Parce que moi j'en ai besoin à mon âge je fais pas ça pour tu vois, c'est un passe-temps, mais faut que j'ai un petit truc qui fait que le matin quand je vais m'entraîner j'y aille à fond. Donc en fait Julien il m'a dit je pense que les plus durs c'est telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Dans les 4 personnes qu'il a donné, il y en avait une, je sais que je le bats. Je sais qu'il n'y avait pas de, donc je l'ai même pas envoyé à Willy et j'ai pris en fait les 3 personnes qui je pense peuvent me mettre en très très grande difficulté et Willy après a choisi quoi, voilà. Mais faire ça autant que ça soit de plus en plus dur, non? Oui, bien sûr. Je comprends pas qu'il n'y ait pas de ceinture, parce qu'on m'avait promis une ceinture. Là, il n'y a plus de combat pour les ceintures, donc il faudrait qu'il y ait une ceinture. Oui, avant l'événement, tu vas dans ton dressing, tu prends une ceinture, tu lui donnes une ceinture. Enfin, mais et je pense que ça mériterait une ceinture surtout, parce que Abdul Malik, il a un beau palmarès. On va pas se mentir. Oui, totalement. Moi, j'ai gagné mes dernières compètes aussi, et c'est des compètes où il n'y a pas d'arrangement. Hein, c'est les gens, tu prends les gens dans ton tableau et j'ai gagné. Donc voilà, je pense que ça peut être un combat qui va être intéressant, quoi. Ouais. Et parenthèse que je voulais faire, t'es pas au courant que je vais la faire celle-là, Joe, mais parce que j'ai vu passer quelques fois où on a parlé de ton combat, on avait fait une émission avec Willy aussi en février, j'ai vu des gens passer dans les commentaires notamment avec des messages en disant vous prenez trop au sérieux et il se prend pour John Jones. On ne se prend pas au sérieux, les gars. Non. Joe, il a 36 ans, il combat, c'est sa passion. Willy lui offre la possibilité de voir ça parce que ça joue aussi pour l'AEF, parce qu'on peut en parler sur RMC grâce à ça. C'est du donnant-donnant, je crois, pour les deux. Ouais. Et on se prend pas au sérieux. Hein. Joe, il n'y a jamais aucun monde dans sa tête où il croit qu'il va être professionnel ou qu'il va gagner des ceintures à haut niveau. Hein. Vous inquiétez pas. C'était ma parenthèse pour les commentaires. Je t'ai dit pas la dernière fois. Je t'ai dit, on va avec mes potes, on va tous faire les Open ADCC à Poznan. J'ai dit, mon ambition, c'est de passer un tour, quoi. Oui, c'est plus l'expérience. C'est plus l'expérience en soi. Toi, comment t'abordes, Joe, un combat qu'un step, comme je disais, quand même supérieur? Tu le rappelais, Abdul Malik Bayo, c'est pas de la blague au sol, pour le coup, pas du tout. On rappelle, ce sera un round de grappling de 10 minutes, je dis pas de bêtises. Comment t'abordes ce combat-là? Tu le vois comme un truc beaucoup plus dur en termes de défi que ce que tu as eu en février? Oui, je pense que ça sera beaucoup plus dur, ça sera une étape différente et c'est ce qu'on a cherché avec ma team. Après, depuis la EF2, j'ai fait une compète, j'ai gagné. Ça m'a donné de la confiance aussi. En finale, le mec en face était d'un très bon niveau. Quelqu'un qui s'entraîne chez Ten Planet à New York, qui a reçu sa ceinture noire, sa ceinture bleue. Qu'est-ce que je raconte, hein, qui a été gradé par Ten Planet, donc c'est pas toujours la même chose qu'en France. Comment je l'aborde? Bah, écoute, être très franc, j'ai tellement des bourbiers avec qui je m'entraîne tous les jours dans la salle qu'en fait, c'est un bourbier de plus, quoi. C'est tout. C'est un bourbier de plus et ça peut pas être pire que ce à quoi je me frotte tous les jours. Donc je sais que ça va être que les gens vont continuer de m'attendre au tournant et vont continuer d'espérer que je me fasse soumettre en 10 secondes. T'inquiète pas. Moi, je suis très serein de ce côté-là. L'expérience que j'ai tirée du premier EF, c'était simplement que j'étais capable d'encaisser pas mal de pression parce que j'avais beaucoup de pression, on va pas se mentir. Tu vois, j'étais un peu en panique à 15 jours là. Là, on est à 10 jours du truc. Bon, pour le coup, je peux confirmer. J'étais en panique. Je me disais, mais en fait, j'écrivais à Julien tous les jours. Je disais, mais dans quelle merde je me suis foutu? Tu vois, dans qu'est-ce que je fous là, quoi? J'étais arrivé à l'hôtel, j'étais mais dans quelle merde je me suis foutu? Là, je suis très serein, j'ai juste hâte que ça commence. Je pense que ça va être un beau combat parce que Abdul Malik, c'est ça qui est cool avec lui, c'est qu'il va pas fermer le jeu.
il va ouvrir, il va chercher à attaquer. Voilà, moi, c'est ce que je cherche. Les règles favorisent les personnes qui attaquent, pas les personnes qui bloquent, comme on le voit dans beaucoup de compétitions avec des règles IBJJF où bah voilà, la première personne qui passe la garde ou qui arrive à scorer 2 pauvres points en touchant la jambe du mec qui tire la garde bloque le reste du combat. Là, il y a 10 minutes, il n'y a pas de points sur la première partie, donc on va attaquer sans cesse. Et c'est le partenaire de danse idéal. Et d'ailleurs, je le remercie d'avoir accepté le combat parce qu'il a un beau palmarès. Il n'y a rien qui le forçait à accepter, si ce n'est l'exposition et la chance d'être sur la carte AEF. Donc voilà, j'espère qu'il prend ça au sérieux parce que moi, je le prends très très au sérieux. Pour rester un peu sur le grappling dans des compétitions de MMA, qu'elles soient amateurs ou pro, on a vu aussi chez les amateurs, chez nos amis de la Sueur, la Sueur FC qu'ils ont fait fin mars à Paris, où il y avait 2 combats de grappling en super fight en fin de combat. On avait déjà précisé qu'on aurait aimé sans doute d'autres règles pour que ce soit un peu plus les règles que Willy a voilà, et Chris Genacht qui s'occupe du matchmaking là-bas a pris en compte. On en a parlé ensemble. Voilà, il avait pris en compte ce genre de choses. Vous en faites aussi, dès la EF2, puis maintenant la EF3, il y aura aussi d'autres combats de grappling. La EF1, il y en avait aussi. Et à EF1 aussi, très beau combat. Ouais. T'es un ancien, je l'ai dit dans l'intro, t'es un ancien du JJB. Enfin, c'est ton sport à la base. C'est une volonté que t'avais de mettre aussi le grappling, parce qu'on sait que le MMA explose en France aujourd'hui. Il y a plus photo, c'est un sport qui devient un mainstream, c'est un sport qui a de plus en plus de fans. Le grappling, c'est encore un peu plus un truc de niche, c'est un truc de vrais fans de combat. Totalement. C'était une volonté, toi, de mettre ton sport en avant? Totalement. Ah ouais, moi je viens du monde du jiu-jitsu brésilien, du grappling. Forcément, il fallait que je mette en lumière le grappling. C'est vraiment une volonté. Après, voilà, aujourd'hui, 95% des combats, c'est du MMA. Bien sûr. Mais je vais laisser quand même 1 ou 2 fights de grappling, vraiment pour... Et c'est un truc que tu continueras? Enfin, tu vois, tu me dis... Toujours. Tu penses, si on est à EF15 dans 4 ans, il y aura du grappling dessus? Toujours. Mais tu sais pourquoi c'est une bonne idée? Parce que regarde, maintenant, sur l'UFC Fight Pass, tu as des combats de grappling. Là, d'ailleurs, Craig Jones va affronter Felipe Peña. Ça veut quand même dire qu'il y a un public pour ça. Et je pense qu'au fur et à mesure où les gens s'éduquent au MMA, bien sûr, les gens s'éduquent à tout ce qui se passe au sol. Et ça donne envie à beaucoup de gens de s'inscrire. Moi, je vois à ma salle le nombre de personnes qui sont venues s'inscrire depuis l'UFC Paris. Il y a eu un très fort impact sur le nombre de pratiquants. Il y a beaucoup de combattants de MMA qui nous ont rejoints, qui viennent s'entraîner avec nous pour parfaire leur technique au sol. Et je pense que ce que Willy fait très bien... Bon, non, en fait, c'est moi qui ai décidé, mais bon, ça, c'est moi le vrai boss du truc. C'est juste le choix des règles, Willy. Parce que tu peux pas faire un combat, c'est pas pour taper dessus. Attention, moi j'adore Chris, on en a parlé, mais les règles CFJB et BJJF, ça peut être un peu pénible. Là, c'est 10 minutes, il faut soumettre. Bon, il y a une partie où il y a des points parce qu'il faut bien déclarer un gagnant au bout d'un moment, mais Willy a tout compris. Il a tout compris d'organiser ce genre de combat et surtout, ça peut permettre à des gens, entre guillemets, je me mets pas dedans parce que pour moi, voilà, moi je suis personne sans toi, mon Alex, mais sur des gens qui sont un petit peu connus, entre guillemets, de participer parce que c'est un sport où il y a, on va pas se mentir, moi je trouve ça violent parce que, mais c'est violent jusqu'au point où tu peux abandonner, tu vois. Donc ça peut permettre à des gens de faire ce sport-là sans conséquence. Non, mais je pense que, ce que tu disais, moi c'est important dans ce que tu dis, je le note, c'est l'éducation aussi via le MMA. Le MMA, comme je disais aujourd'hui, explose. Moi je le prends mon exemple, je viens de mon sport de base, de sport de combat que j'aimais, c'était la boxe. Puis il est venu au MMA et puis après tu te passionnes par le grappling parce qu'avec ce qui se passe en MMA, aujourd'hui je kiffe de voir des compètes de grappling. Mais je pense que l'éducation, que le MMA soit la base et qu'après on dérive vers les autres sports et donner envie de voir les autres sports de combat, bah, ça peut être que positif pour les sports qu'on aime. Et dernier point sur les combats comme celui de Joe, on sait aussi que tu auras un autre combat avec Isma, la chaîne Pugilat. Il est blessé. Ah bah tu vois, désolé. Non, il est pas blessé. Mais c'était une volonté sur le long terme de mettre des gens comme Isma qui ont un beau suivi sur les réseaux sociaux, quelqu'un comme Jonathan qui a beaucoup de suivi sur les réseaux puis qui participe à des émissions sur RMC, donc qui a cette lumière médiatique mainstream, on va dire. Toi, c'est une volonté que tu vas garder à long terme pour mettre la lumière? Ouais, totalement. C'est vraiment aussi de créer en fait une émulsion, de la hype autour de ces combattants-là, de savoir sélectionner des combattants comme Joe, comme Isma, qui ont une grosse communauté. Isma, il s'entraîne, attention. Hein. En plus, il s'entraîne, mais non seulement il a une grosse communauté, du coup, sur Twitter, et forcément, dès que lui il dit qu'il va rentrer dans la cage, et du coup, ça crée de l'émulsion, et ça crée de l'enthousiasme, et voilà, non. Donc, toujours... tu mets forcément des yeux qui n'auraient pas été dessus. Tu mets des yeux de gens qui n'auraient pas été sur la EF. Moi, je prends l'exemple, c'est marrant, mais Joe, quand on diffuse ton combat sur Twitch, et ce sera d'ailleurs aussi chez nous, la EF3, mais le combat de février, il y a Thibaut Giangrande avec qui tu fais l'afterfoot, qui est en direct sur le Twitch pour regarder ton combat. Je mets une pièce
sûre et certaine que jamais Thibaut Giangrande n'aurait regardé de lui-même une soirée de l'AEF. Sans te manquer de respect, Willy, c'est pas son truc, c'est pas son sport. Encore moins Mais là- de grappling. Voilà, mais là, il était Ouais. devant. Donc, tu vois, tu mets des yeux et tu fais découvrir des choses qui n'auraient pas été devant autrement. Donc, ça c'est plutôt joli. Quand on parle de combat, on parle toujours un peu de trash talking, on s'échange des petits mots doux. J'ai quelqu'un au téléphone, Jonathan Macardy. Abdul Malik Bayo, bonjour. Bonjour. Ça Salut. va? Ça va et vous? Ça va. On est avec Jonathan Macardy et Willy Sirop pour parler de la EF3 et de votre combat de grappling. Déjà, Abdul Malik, comment t'as eu la nouvelle? Comment on t'a proposé ce combat? Est-ce que tu l'as accepté tout de suite? Est-ce que ça te faisait plaisir d'affronter quelqu'un comme Joe qui a une lumière médiatique aussi? Raconte-nous un peu tout ça, Abdul Malik. Déjà, comment on m'a proposé le combat? J'étais au combat de mon frère, Mohamed Bayo, à l'ARES 14. Et en marchant dans les couloirs, je croise Willy qui me propose le combat. Au tout début, je connaissais pas du tout mon adversaire. Je suis parti voir un peu son Insta et j'ai accepté directement. Comment aujourd'hui tu l'abordes? T'as regardé son premier combat? T'as l'impression que ça va être une journée facile au bureau ou... Non, on ne prend jamais un combat à la légère, toujours s'entraîner pour le jour J et on verra ce qui arrivera. Joe, un petit mot avec Abdul Malik. On sent, comme avec ton premier adversaire, de toute façon, on sent, et c'est les sports de combat, c'est la nature. Moi, j'en rigole, mais il y a du respect et c'est l'important. Moi, je suis content. Déjà, merci d'avoir accepté le combat parce que je sais pas si t'as entendu ce qu'on a dit avant, mais pas du tout. pour le combat. Après, on va pas se mentir, on s'est un peu parlé sur Instagram. Moi, j'ai on s'est un peu parlé. J'ai demandé à Willy, j'ai dit à Willy, est-ce que tu penses que Abdul Malik, ça serait possible? Parce que je pense que ça va être très très dur pour moi. Et que je vais être loin d'être favori, et qu'il est très fort, et que je l'ai déjà vu combattre, et que voilà, et qu'il a un style en plus où il va attaquer, il va pas chercher à bloquer. Arrête-moi si je me trompe. Non, t'as totalement raison. Voilà, donc ça c'est cool. Donc déjà il faut que ça soit un peu amusant, faut pas que ça soit gagné d'avance. Là c'est tout ça gagné d'avance. Et puis juste Abdul Malik, t'as quel âge? Je viens d'avoir mes 18 ans là, il y a 4-5 mois. Tu te rends compte que je pourrais être ton père ou pas? Tu te rends compte, j'ai le double de ton âge, hein. J'ai tout juste le double de ton âge en vrai. Ah, ok. J'ai 36 ans. Abdul Malik, faut éteindre papa, faut le renvoyer devant l'écran là. Donc s'il y a un truc, non mais moi je suis très content. De même. C'est quelqu'un qui est, franchement, Abdul Malik, tu regardes le palmarès, les résultats qu'il a en compète, je pense que, et je savais pas qu'il ait 18 ans, je pensais plus que tu avais dans les 20 ans. Je pense qu'il est amené à faire de très belles choses dans les sports de combat si sa progression continue de manière aussi linéaire que celle qu'il a pu connaître jusqu'à présent. Et puis pour moi, c'est un vrai test, donc c'est cool, c'est très très cool. Après, c'est quoi? Est-ce que le poids ça va? Est-ce que tu vas... Le poids ça va, hein, j'arrive à gérer les descentes, vu que en compétition, des fois j'arrive à descendre bas, à remonter haut. Ça veut dire là, le poids ça va, c'est nickel. Tu sais quoi le poids le plus bas auquel t'es combattu? Le poids le plus bas, c'est moins de 56 kilos. Ah ouais. Ah oui, quand même, oui. Et la KT la plus haute où j'ai combattu, c'est 72 kilos. 72, ok. Ah, il y a des vrais swings quand même. Tu rappelles, Joe, votre combat se fera... la descente. Ouais. Votre combat se fera, tu le rappelles, 66. à 66. Mais ce qui est bien aussi, c'est que moi, j'ai l'habitude d'être toujours le plus grand quand je combats à ce poids-là. Mais c'est qu'Abdul Malik, il est très très grand. C'est parfois j'ai avoir quelqu'un de... On parle tellement dans nos débriefs de gabarit et tout, tu vois. Tu fais combien, Abdul Malik? Tu fais un 85, un truc comme ça? Je tombe dans les 1,87, 1,88. Ouais, il est très très grand. Tu vois, moi je fais 1m81 et c'est je suis toujours le plus grand du truc, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais toi, c'est quoi ton expérience à combattre à 66 kilos? Tout le monde était beaucoup plus petit que toi, non? J'ai déjà eu quelques super fights en moins de 66 kilos. Ouais. Franchement, ça s'est bien passé, mais après, des fois, avec la différence d'âge, tout ça, il y a plus de force d'un côté. Mais après, ça va, on arrive à compenser avec la technique. Ouais, mais surtout, moi, si on doit résumer, je pense que la force, je sais pas si tu en auras moins que moi, mais ce qui est sûr, c'est que tu seras plus rapide que moi. Ça, il faut pas se leurrer là-dessus. Ouais, rapidité, franchement, la rapidité, ça, c'est mon gros point fort. Ouais. Et ça veut dire qu'on va essayer de jouer sur ça. Il a 18 années d'avantage de vitesse sur toi. T'imagines? Abdul Malik, qu'on te découvre un peu, parce que je disais, tu étais le frère du combattant MMA, Mohamed Bayo, mais toi, d'où tu viens dans le sport de combat? Par quoi tu as commencé? Quel est un peu ton palmarès vite fait pour que nous, on le connaît un peu avec Joe, mais vas-y, dis-nous. Moi, j'ai commencé le jiu-jitsu à 2 ans. Dès que j'ai su marcher, mon père, il m'a mis dedans comme mon grand frère et comme mes petits frères. Il nous a mis dedans. Et du coup, là, ça va faire 15 ans que j'en fais.
15 ans que j'en fais. Et après, mon niveau palmarès, 8 fois champion de France en junior. Là, cette année, je commence en adulte les championnats de France. Vu que l'année dernière, il n'y avait pas les surclassements, tout ça. Mm. Après, j'ai fait 2 fois les Europes en adulte. Une fois, je sors en demi-finale. Et là, cette année, je sors au premier tour, malheureusement, contre le champion d'Europe de l'année dernière. Et là, mon objectif en décembre, c'est d'aller au championnat du monde à Abu Dhabi. Ouais. Donc, on verra si ça va bien se passer. Bon, on voit, mais voilà, en quelques instants, tu nous as rappelé, on comprend que c'est pas de la blague niveau Abdul Malik. T'as fait un combat de MMA aussi, Abdul Malik. Oui, mais malheureusement, je perds. Tu le perds, mais si ça dure 10 secondes de plus au premier round, je pense que tu peux terminer, non? Oui, parce qu'on n'a pas trop compris la décision de l'arbitre qui stoppe la soumission pendant le combat. Mais bon, après, c'est ce qui arrive et on va repartir de plus belle. On va expliquer pour les gens qui l'auraient pas vu. En fait, Abdul Malik arrive à être dans le dos de son adversaire. Donc dans le dos, c'est quand même une position extrêmement avantageuse, surtout quand tu as la taille, l'envergure d'Abdul Malik. Je pense que pour sortir, ça doit être compliqué. Et oui, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Moi, j'ai regardé ça sur YouTube, je n'ai pas trop compris. Quoi. C'est le sous-entendu, Abdul Malik, tu as compris, c'est qu'il a fait ses devoirs, Jonathan McCarty. Il a regardé tes combats. Abdul Malik, c'est très bien que Julien, que mon entraîneur l'a même vu combattre ces derniers. Ouais, il m'a même charrié pendant mon combat. Non, c'est Julien, t'inquiète. Tu sais que Julien, il rigole tout le temps. Ceinture noire en chambrage aussi, pas que en JJB. Abdul Malik, comme il en parlait de Joe rapidement, le but après toi à terme, c'est de transiter vers le MMA, carrière en MMA. En fait, là, mon objectif, c'était de cette année finir toutes mes compétences en JJB et après les championnats de France, repartir sur des combats de MMA pour se relancer après cette défaite. Et juste pour d'avoir ton avis toi sur un thème qu'on abordait en début d'émission, mais comment tu jugerais c'est positif à quel point pour vous d'avoir une organisation comme AEF qui peut permettre, voilà, toi tu as 18 ans à peine, d'avoir des combats qui ont un peu de lumière médiatique et qui permettent de grandir? Déjà, moi, ça m'a fait super plaisir d'être contacté par l'AEF parce que c'est pas n'importe quelle organisation qui le fait. En plus, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui venait, qui regardait. Ça peut mettre beaucoup de lumière. En plus, il n'y a pas beaucoup d'orgas amateurs en France. Et franchement, moi, ça m'a fait très plaît. Parce que là, j'ai vu que mon nombre d'abonnés, tout ça sur Insta, il a monté d'un coup. Franchement, ça peut que me mettre heureux et voilà. Ouais, c'est génial. Et pour citer des gens, moi, avec qui j'ai discuté, qui sont sur l'AEF ou des choses, des staffs ou des choses et qui me disaient c'est juste génial d'avoir ça, quoi, de pouvoir être mis comme ça et puis de pouvoir construire une carrière comme ça, à se dire pendant quelques mois là je peux faire des combats amateurs chez AEF, on va grandir tout doucement, on n'est pas obligé de se lancer dans la fosse au lion des pros directement, c'est juste top pour les petits talents français comme Abdul Malik. Merci Willy pour tout ça une nouvelle fois. Et alors, un petit mot final à Abdul Malik. Ouais, non, mais alors Abdul Malik, comment tu me termines? Vas-y, allez. On rentre dans le vrai là. J'ai pas très bien entendu. J'ai dit comment tu me soumets? Franchement, j'hésite entre une clé de bras ou un étranglement, mais après on verra le jour J. T'aimes bien les clés de bras et les triangles, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Avec la longueur de jambes que t'as, oui, c'est vrai que ça peut être très dangereux. Ouais. Et Joe, comment toi tu le soumets? Moi, je retourne la question. Bah voilà, merci Abdul Malik. Dars. Parce que Dars, je vais faire le vieux. Je fais des interviews de 5 minutes pour dire faut pas nous prendre trop au sérieux. L'autre, il te regarde Dars. Je sais pas, ouais, non. Mais non, je rigole. Non, honnêtement, étranglement, un étranglement. Non, très bien. En tout cas, on sent le respect entre les deux. Totalement. C'est cool, comme à chaque fois dans les sports de combat, on le répétera. Et je pense qu'ils se donneront une bonne tape dans le dos après le combat et que ce sera juste mais moi je suis hyper content parce que, écoute, si je gagne, je vais gagner. Les gens pourront dire que j'ai battu quelqu'un qui a un bon niveau, même si les gens auront toujours quelque chose à dire, tu sais comment c'est. Et si tu perds, t'as une excuse, c'est Abdul Malik Bayo. Non. Et si je perds, j'espère qu'au moins ça servira à faire en sorte que Abdul Malik, les gens s'intéressent un peu aux jeunes combattants qui sont hors MMA, mais qui veulent transiter, mais qui sont très forts dans d'autres disciplines. Tu vois, par exemple, on parle de Malik Abdouragimov. Les gens savent pas le palmarès qu'il a en jiu-jitsu auparavant. Tu vois, et c'est quand tu prends connaissance de ça, je pense que tu as encore plus envie de suivre quelle va être sa carrière en MMA. Donc c'est cool dans les deux cas.
Merci Abdul Malik en tout cas d'avoir pris Merci quelques beaucoup. minutes avec nous Merci pour à vous, parler de merci ce à vous. combat. Et puis bonne chance pour le 1er juin. On se voit le 31 à la pesée. On sera là et on sera devant les écrans, ça c'est sûr. Un petit mot pour finir l'épisode, messieurs, juste Willy, si tu as envie d'une petite conclusion sur cet événement, si tu as envie de donner. Il sera sur RMC, je l'ai déjà dit, on le diffusera via la chaîne Twitch, mais si tu as envie aux gens. T'es sold out déjà ? Tout est vendu ? En fait, il faut savoir que cet événement-là, en fait, c'est dans la salle emblématique de la ville de Rennes. Donc la capacité de la salle elle est vraiment réduite. Oui. Donc on peut pas accueillir tout le monde. Du coup, il n'y avait pas de billetterie. D'accord. Donc là, c'est vraiment un événement privatisé pour les entreprises, les partenaires et les collaborateurs. Donc du coup, s'il y a encore des partenaires, des sponsors qui souhaitent être partenaires de l'événement de l'AEF3, contactez-moi sur les réseaux sociaux ou directement sur le site AEF. Alors attends, il faut préciser un truc parce que moi je trouve que encore une fois, ça peut faire bizarre qu'il n'y ait pas de billetterie, mais je trouve ça hyper intelligent parce que on va pas se mentir, sur la EF2, il a manqué peut-être d'un ou deux partenaires. On va être d'accord là-dessus. Et là, je pense que de faire une stratégie où tu fais vraiment un événement où tu peux mettre dans les meilleures conditions les partenaires et les partenaires potentiels, où tu vas avoir le temps d'aller rencontrer tout un chacun et de leur faire vivre une vraie expérience où c'est un petit peu plus restreint. Mais c'est un peu dans une bulle, tu vois. Et quand tu es dans une bulle, tu vis le truc un petit peu plus fort. C'est cool parce que je sais qu'il y a des projets qui sont très très forts pour la rentrée, pour le mois d'octobre, t'en as parlé. Donc voilà, je trouve ça bien comme idée. Pour préciser à nos auditeurs qui connaissent moins quand même pour le coup les sports de combat, c'est des choses qui se font régulièrement, même en boxe. Moi, je pense dernièrement à la petite pépite Bakary Samaké, très très bon boxeur. J'avais vu une de ses soirées à Paris où c'était dans un hôtel et toutes les tables c'était des partenaires qui avaient payé pour venir voir la soirée boxe. Par contre, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. J'ai un message d'Abdul Malik et je pense que je suis d'accord. En fait, on combat pas s'il n'y a pas de ceinture. Voilà. Bon, rigole pas, on combat pas s'il n'y a pas de ceinture. Vous réglerez ça en off, messieurs, en coulisses. Merci Willy Sirop, merci Jonathan Macardy d'avoir parlé de cet événement du 1er juin. Alex, ce sera toujours un plaisir de mettre un événement comme AEF en avant, vu la qualité des cartes que vous proposez pour le MMA amateur français et du tout le développement que ça induit pour ce sport qu'on adore. Merci Willy, merci Joe. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des pouces bleus, des commentaires, tout ce que vous voulez pour nous donner un maximum de force. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.